Il y a plein d'entreprises qui te vendent la possibilité d'avoir du soleil à ton mariage. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, de contrôler les conditions météorologiques. Les recherches en modification de la météo et en modification du climat, elles s'inscrivent dans une dynamique vraiment militaire. La géo-ingénierie, elle naît dans la guerre froide, je le dis. Donc c'est l'imaginaire prométhéen, on va pouvoir modéliser complètement le système Terre. Il y a l'idée aussi qu'on va réussir à provoquer des grosses catastrophes environnementales chez l'ennemi. Et qu'il y a une sécheresse en Iran, l'Iran dit mais ça c'est l'Occident. C'est soit les États-Unis, soit l'Europe. Parfois l'Iran accuse aussi Israël. Ça s'est affaissé, entre guillemets, on sent bien que ça fonctionne pas. Et donc le discours géo-ingénieur aujourd'hui, il a vraiment changé. Aïe aïe aïe, la planète se réchauffe. Là il faut qu'on trouve des solutions très très vite. Des solutions imparfaites, un peu foireuses, dont on n'est pas entièrement sûr, mais qui seront toujours moins pires qu'une planète réchauffée. Et puis il y a un autre cas de figure, mais qui est lui beaucoup plus inquiétant. La Chine est à l'origine du plus grand programme de modification de la météo au monde. Et en fait sur le plateau tibétain, il y a sur des centaines de kilomètres carrés des petits générateurs pour modifier la météo. Par ce contrôle météorologique à l'échelle de la région, la Chine affirme clairement un pouvoir de contrôle sur les conditions météorologiques indiennes. En fait, notre imaginaire a été préparé à l'idée qu'on va peut-être faire des solutions techniques un peu dingues plutôt que réduire nos flux de matière et d'énergie. Bienvenue à vous sur les mythes. J'espère que vous allez bien de votre côté. Préparez-vous parce que là, on va rentrer dans des histoires de films de science-fiction à la limite qui pourraient ne plus être de la fiction. Ça dépend un petit peu comment est-ce qu'on prend les rênes de notre avenir d'un point de vue personnel et puis politique aussi. Je m'appelle Vince. On est là ensemble pour parler de limites planétaires, limites des ressources et limites humaines bien entendu. Commentez, abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres personnes si vous estimez que vous avez appris des choses. On va parler d'un grand retournement et ce n'est pas que les deux. C'est surtout de notre avenir avec Marine et Rémi qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, très merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là ici à l'Académie du Climat. Alors, première chose importante, qu'est-ce que vous faites dans la vie et surtout, commencez par présenter. Je m'appelle Marine de Guglielmo-Weber, je suis chercheuse à l'origine en sciences de l'information et de la communication et j'ai rejoint l'année dernière l'IRSEM, donc qui est le principal institut de recherche en sciences sociales du ministère des Armées. Moi, mon boulot, c'est de travailler sur les enjeux sécuritaires liés au changement climatique. Donc la manière dont le changement climatique peut affecter la sécurité des populations. Et donc moi je m'appelle Rémi Noyon, moi c'est plus simple, je suis journaliste, je travaille au magazine Le Nouvel Obs et je travaille sur les sujets disons climat, énergie, écologie, voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour travailler sur ce livre. La modification du climat, des apprentis sorciers, la transformation de notre avenir avec toujours ce prisme, ce point de vue de la technologie, c'est ce que vous racontez ici dans. Comment ça se fait que vous avez décidé, comment vous êtes rencontrés, décidé de faire ça et pourquoi vous estimez que c'est important? La géo-ingénierie, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un thème qui traîne depuis longtemps et qui a longtemps été décrit comme une espèce de folie d'apprenti sorcier. Et nous, qu'on a commencé, en tout cas chacun, je pense personnellement, à lire sur le sujet, c'était encore un sujet qui était vu comme quelque chose de marginal, des gens un peu fous aux États-Unis qui réfléchissaient sur des choses un peu dingues. Et puis progressivement, en tout cas moi, j'ai vu dans la littérature, ce sujet migrer, disons, vers le centre des discussions climatiques, se normaliser en quelque sorte. C'était devenu plus acceptable. Et puis, donc il y a ce truc-là qui nous a interpellés. Et puis Marine, je laisse compléter, mais toi, tu travaillais sur ça pour un sujet connexe sur ta thèse, en fait. Oui, tout à fait. J'ai consacré ma thèse à la modification de la météo. Donc, c'est pas tout à fait de la géo-ingénierie. Là, l'idée, c'est de modifier très localement les conditions météorologiques. Généralement, c'est des agriculteurs qui font ça, soit pour empêcher les chutes de grêle, soit pour augmenter les chutes de pluie. Et donc, ça, ce sont des techniques qui sont utilisées de manière complètement routinière depuis 70 ans. On sait le faire. Mais effectivement, j'ai progressivement glissé vers l'étude de la géo-ingénierie, en partie parce que certaines techniques qu'on utilise pour modifier la météo, on va les retrouver dans la modification du climat, mais ça, on pourra y revenir. Et effectivement, dans le cadre de mes recherches, j'ai aussi pu constater cette normalisation, le fait que les techniques de géo-ingénierie soient de plus en plus mentionnées et de plus en plus acceptées comme une voie possible, une solution possible au problème des changements climatiques, alors que auparavant, on utilisait beaucoup plus des expressions comme celles que tu as citées en introduction, notamment celle d'apprenti sorcier,
Aujourd'hui, alors c'est encore une expression qui est présente, mais on l'utilise de moins en moins, et on va plutôt parler de solutions technologiques, de technofix et peut-être d'un plan B face à l'urgence climatique qu'on n'aurait pas réussi à prendre en charge politiquement. Donc effectivement, Rémi comme moi-même, on a été interpellés par ce processus de normalisation qu'on essaie de décrire dans cet ouvrage. C'est drôle, il y a plein de films de science-fiction qui parlent justement de cette notion de géo-ingénierie. Il y a Geostorm qui... Un énorme navet, tu l'as vu? Ouais, effroyable avec Gerard Butler. Ouais. Je me dis, bon, il est là, je vais regarder. Mais ça, de nouveau, ça ramène ce prisme de la technologie qui est, dès qu'elle est en panne, il y a tout qui part en sucette sur la planète Terre. Mais un véritable navet. Matrix aussi, en quelque sorte, qui est une forme de géo-ingénierie, assembler le ciel pour ne plus alimenter les machines qui s'alimentent en énergie solaire. Et, étonnamment, Highlander 2. Un navet, vraiment, avec Sean Connery, où c'est pareil, il y a un changement climatique, et là, il modifie, et c'est même, je pense, une des thématiques de géo-ingénierie, il modifie la couleur du ciel pour faire du forçage radiatif négatif, donc pour refléter la lumière du soleil, pour garder un climat plus ou moins stable. Alors, c'est l'histoire d'extraterrestres par la suite. Highlander 2, c'est du n'importe quoi, fin des années 80, au début des années 90, en tout cas. Donc, on sent que ça revient souvent à travers le prisme de la fiction, mais il faut déjà pouvoir définir. La géo-ingénierie, c'est quoi? À quel moment de l'histoire on l'a employée? Et comment est-ce qu'aujourd'hui elle est imaginée? Alors aujourd'hui, par géo-ingénierie, on entend on entend l'ensemble de toutes les techniques ou tous les projets techniques qui répondent à deux critères. D'une part, l'idée qu'on veut modifier de manière intentionnelle notre environnement, donc il y a l'intentionnalité. C'est ce qui fait la différence avec les changements climatiques, qui sont en fait une modification de l'environnement considérée comme non intentionnelle, même si bon voilà, il y a des débats là-dessus. Et puis par ailleurs, l'idée c'est que l'échelle spatiale à laquelle on va exercer cette modification doit être quand même assez importante. C'est-à-dire que, comme on se le disait, la modification de la météo sur un petit espace, c'est pas vraiment de la géo-ingénierie. Par contre, quand même... Ouais, on va en parler de ça. La modification de la météo sur des petits endroits. Je vous vois déjà venir, allez loin s'habituer de la chaîne, ARP, etc. Je vous vois venir, on va en parler plus tard. Restez bien connectés, continuez. Effectivement, ARP, c'est un gros sujet sur lequel il faudra revenir. Mais effectivement, en fait, pour parler de géo-ingénierie, il va falloir quand même une modification à minima à l'échelle d'une région du monde, d'un continent, et voire à l'échelle planétaire, comme c'est le cas pour certaines techniques de modification du rayonnement solaire. Et alors après, pour préciser un peu le propos, donc géo-ingénierie, on utilise parfois le terme intervention climatique ou ingénierie climatique. Parce que le terme géo-ingénierie est au centre de plein de débats politiques du fait de la connotation qu'il peut avoir, mais aussi du fait du caractère un peu vague de ce terme un peu fourre-tout qui plaît pas forcément aux scientifiques parce qu'ils ont des techniques en fait très distinctes les unes des autres. Mais pour faire simple, on a deux grands ensembles de techniques qui sont compris par le terme géo-ingénierie. Il y a la capture du carbone qui est déjà présent dans l'atmosphère. Donc on va aller retirer a posteriori nos émissions de CO2. Vous faites partie du groupe 3 GIEC qu'il faut compter sur ces solutions pour prendre... Tout à fait. Donc ça, c'est pleinement normalisé. C'est partout dans les rapports du GIEC, dans la gouvernance internationale du climat. Capture carbone, stockage, c'est pensé pour la géo-ingénierie. Oui, tout à fait. Et donc c'est le plan le plus accepté. Et c'est ce qui permet en fait à l'autre ensemble de techniques beaucoup plus controversé de quand même s'introduire petit à petit dans la gouvernance internationale. Et donc cet autre grand ensemble de techniques, c'est celui de la modification du bilan radiatif. Donc le bilan radiatif, c'est très simplement l'équilibre entre la quantité d'énergie qui est émise par la Terre et la quantité d'énergie qui est conservée. Et donc l'idée, ça va être de refroidir artificiellement la planète en augmentant la part d'énergie qu'on va relâcher. Quand tu parles d'énergie, tu parles des infrarouges? Tout à fait, c'est tout à fait. Et puis il y a à la fois exactement. Et puis on va aussi avoir une très grande gamme de techniques en fait dont l'objectif principal c'est d'augmenter la part de rayonnement solaire qu'on va réfléchir vers l'espace. Et donc c'est en jouant sur des petits trucs comme ça qu'on va essayer de refroidir artificiellement la planète.
Non, peut-être qu'on peut ajouter à ça que le terme géo-ingénierie, il apparaît dans les années 70 sous la plume d'un physicien italien qui s'appelle Cesare Marchetti. Et lui, à l'époque, il l'utilise de manière positive. Il dit, en fait, évidemment, il y a des problèmes sur l'énergie. Même déjà le CO2, à l'époque, il le considère déjà. Mais on va trouver des solutions techniques. Il y a même une dimension technicienne et aussi de gigantisme chez Marchetti. Lui, il imagine deux gros trucs. Il imagine ce qu'il appelle le gigamixeur. En gros, ça serait l'idée. Alors, ce serait techniquement pas considéré aujourd'hui comme de la géo-ingénierie, puisqu'en fait, le but, ce serait d'aller choper du CO2 directement sur les centrales thermiques. Donc, du CO2 qui n'a pas encore été émis. Et là, par contre, pour le séquestrer, l'idée, c'était en gros de l'amener jusqu'au détroit de Gibraltar, de l'injecter dans des courants marins profonds qui en fait l'amènent vers le fond des océans où là, il est séquestré, voilà, pendant très très longtemps. L'autre idée qu'il avait mise en circulation, c'était ce qu'il appelait l'île de l'énergie. L'idée, c'était de dire, on va faire des espèces de centrales nucléaires offshore qui vont permettre de créer, de fabriquer de l'hydrogène. Et donc, on aura une espèce de production énergétique abondante, etc. Pareil, ce serait pas considéré techniquement aujourd'hui comme un projet de géo-ingénierie. C'est plutôt une espèce de mythe de l'abondance énergétique. Mais, chez lui, il y avait déjà cette idée de, voilà, espèce de technique, techno-fixe, simple, pas besoin de changer nos modes de vie, pas besoin de s'attaquer au capitalisme. Tout ça, c'est n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est trouver une solution technique. Et effectivement, après, ça a migré tout au fil du temps. Les deux familles qu'évoquait Marine, c'est un rapport de 2009 de la Royal Society, qui est l'équivalent de l'Académie des sciences en Angleterre. Et donc, eux, ils définissent ces deux grandes familles. Et puis aujourd'hui, effectivement, Marine l'a un peu dit, les gens qui travaillent là-dessus acceptent pas l'étiquette géo-ingénierie. Parce qu'effectivement, il y a deux familles très différentes. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre, je sais pas moi, un agriculteur qui va faire du biochar pour séquestrer du carbone dans les sols. Donc ça serait de l'élimination du CO2 atmosphérique. Et puis, un chercheur qui modélise sur des modèles de système Terre ce que ferait un voile solaire sur le climat général. On voit bien que c'est des choses très différentes. Pourtant, elles sont toutes les deux considérées comme de la géo-ingénierie. Et donc aujourd'hui, il y a plein de termes qui apparaissent. Par exemple, plutôt que de parler de géo-ingénierie solaire, le terme plus utilisé, c'est la gestion du rayonnement solaire, la modification du rayonnement solaire. Et donc on voit qu'il y a une euphémisation. Comment ? Des mots qui sont pas connotés encore. Ouais, voilà. Et puis en fait, alors certes, il y a un enjeu de précision scientifique. C'est sûr que ça permet de faire le distinguo entre plusieurs techniques, mais il y a aussi une volonté des acteurs. Il y a des géo-ingénieurs comme Ken Caldeira, qui était un conseiller de Bill Gates, etc., qui a raconté comment, en fait, ils ont essayé de trouver des acronymes, effectivement, comme tu dis, peu connotés. Par exemple, gestion du rayonnement solaire. Il y a une dimension un peu technocratique, soft, c'est pas très inquiétant. Donc ouais, il y a aussi ce truc qui est évidemment à prendre en compte. Est-ce que peindre les toits des maisons en blanc est considéré comme la géo-ingénierie ? Parce que ça reflète, c'est l'albédo, en fait, en quelque sorte, ça reflète le rayonnement solaire. C'est une excellente question. En plus, tu mets le doigt sur encore un autre débat scientifique qui est la distinction entre ce qui relève de la géo-ingénierie et ce qui relève de l'ingénierie climatique, parce que certains scientifiques, notamment certains historiens, font la distinction. C'est-à-dire que par géo-ingénierie, on entend donc toute modification délibérée à grande échelle, comme pour reprendre les termes de notre définition, mais qui aurait des effets assez brusques. C'est-à-dire que on va dire que en l'espace d'une intervention, on arriverait à obtenir des effets à très large échelle. Et donc généralement, ce terme géo-ingénierie, il est connoté négativement parce que on pourrait déséquilibrer très rapidement des écosystèmes et le système en fait atmosphérique dans sa globalité. Et il y aurait aussi des risques géopolitiques autour de ça, parce que voilà, une modification brutale de notre système planétaire, ça engendrerait plein d'effets en cascade. Alors que quand on parle d'ingénierie climatique, en fait, on va avoir une définition plus large, c'est-à-dire que c'est toujours toutes nos techniques de modification délibérée à grande échelle, mais il n'y a pas cette notion de brutalité, de rapidité dans les effets. Et donc, ça peut être en fait une série de petites interventions très localisées qui, chacune prise individuellement, n'ont pas beaucoup d'impact, mais qui, si on les additionne dans le temps et donc sur le très long terme, vont finir par avoir des effets globaux. Et donc ce serait ça la distinction. Et quand on va peindre des toits en blanc, on va pas faire de géo-ingénierie, puisque peindre un toit ne va pas dans l'immédiat modifier le système atmosphérique et déclencher des conflits transfrontaliers. Par contre, si on le fait de manière méthodique, encore et encore sur de grands espaces, et qu'on
on additionne les actions sur le temps long, on va commencer à avoir des effets. Donc c'est ça la grande distinction, et ça nous permet effectivement de qualifier ces petites opérations très locales dont on peut pas vraiment dire que ce soit de la géo-ingénierie. J'ai l'impression que quand j'entends un petit peu les premières solutions technologiques, que ça représente une certaine école de l'ingénierie. Je remonte un peu à la période de la guerre froide où il y avait un système de croyance qui estimait que il était possible de créer, de construire des armes d'intervention qui permettaient de choper des armes nucléaires, des missiles nucléaires qui partaient depuis l'Union soviétique à l'époque. Et ces technologies ont été imaginées, ont été même proposées à certains gouvernements américains à l'époque en disant oui, on travaille dessus, c'est très très sérieux. Alors qu'en fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces technologies sont avérées être complètement folles. Si vous regardez des vieux James Bond avec des trucs dans l'espace, ça représente un petit peu ce schéma de croyance de l'époque. Est-ce que là, on est un peu dans le même cas de figure? Est-ce que ces idées qu'il y a aujourd'hui, on va les creuser, on vous allez comprendre en détail dans quelques instants, qu'est-ce qui a été conceptualisé, imaginé pour changer le climat à grande échelle, en tout cas pour avoir un impact dessus. Mais est-ce que tous ces schémas de croyance relèvent d'un certain prisme, d'une certaine école? Est-ce que il y a des trucs qui ont ni queue ni tête? Où est-ce qu'on en est là? En fait, ta question, elle est vraiment intéressante parce qu'elle met le doigt sur un truc. C'est qu'en gros, la géo-ingénierie, elle naît dans la guerre froide. Je l'ai dit. Donc, c'est l'imaginaire prométhéen. On va pouvoir modéliser complètement le système Terre. On va pouvoir mesurer tout et on va pouvoir agir. Un peu fixer des bugs dans un logiciel. Donc, derrière, il y a la cybernétique. Il y a l'idée qu'en fait, effectivement, on peut considérer tout système vivant comme une machine. Qu'en fait, on va pouvoir, du coup, en fait, maîtriser vraiment la nature. C'est le programme moderne, maîtriser la nature. Et là, évidemment, ça s'est affaissé, entre guillemets, on sent bien que ça fonctionne pas. Et donc, le discours géo-ingénieur aujourd'hui, il a vraiment changé. C'est-à-dire que plus personne ne va dire c'est merveilleux, on va pouvoir maîtriser le climat grâce à nos nouvelles technologies. Le discours, il est plutôt aïe, 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 la planète se réchauffe. Là, il faut qu'on trouve des solutions très, très vite. Des solutions imparfaites, un peu foireuses, dont on n'est pas entièrement sûr, mais qui seront toujours moins pires qu'une planète une planète réchauffée. Et donc, en fait, il y a un philosophe qui s'appelle Sébastien Dutreuil qui a très bien décrit ça. Il dit, on est passé de Prométhée à Gaïa. Donc, en fait, l'idée de volonté, une espèce d'hubris, en fait, d'aller maîtriser le système Terre à on est face à un système complexe, chaotique, avec des effets de rupture. On est dans une zone dangereuse. Et donc, plutôt que de glisser encore plus loin dans ces dangers, essayons de retenir la bascule en freinant le réchauffement. Vraiment, en fait, l'imaginaire, il a vraiment changé. Et donc, aujourd'hui, il y a presque plus personne qui défend la géo-ingénierie avec une espèce de gloriole un peu, de dire, on va tout maîtriser, quoi. Ça n'existe plus vraiment. Et peut-être juste pour ajouter un petit mot sur justement cette période historique de la guerre froide. Ce qui est très intéressant à l'époque, c'est qu'on voit que les recherches en modification de la météo et en modification du climat, parce que c'est quand même très proche à l'époque, elles s'inscrivent dans deux dynamiques. Elles s'inscrivent dans une dynamique vraiment militaire, c'est-à-dire qu'on cherche à contrôler les conditions météorologiques et climatiques pour pouvoir obtenir une supériorité militaire opérationnelle sur l'ennemi. Et donc il y a un emballement des recherches scientifiques aux États-Unis sous l'égide des forces armées américaines pour essayer de contrôler localement les conditions météo, chercher à contrôler les ouragans, chercher à augmenter les pluies, et on va avoir des interventions des États-Unis avec l'utilisation de ces techniques sur le front, vraiment pour affecter les forces ennemies. Et donc ça c'est assez intéressant. Il y a l'idée aussi qu'on va réussir à provoquer des grosses catastrophes environnementales chez l'ennemi. Et typiquement, on retrouve des textes états-uniens où la volonté clairement affichée, c'est de pouvoir provoquer une famine en URSS. Donc voilà, il y a ce côté-là vraiment très militaire, très lutte géostratégique. Et un deuxième pan qui est assez intéressant, c'est que c'est aussi très lié à la course à l'espace. Parce que on se dit que le premier bloc à contrôler l'espace, c'est aussi le premier bloc qui va pouvoir contrôler les conditions climatiques. Parce qu'on se dit qu'une fois qu'on a la hauteur de vue que on s'est installé dans l'espace, on va pouvoir beaucoup plus facilement jouer avec les éléments atmosphériques, jouer avec le rayonnement solaire pour contrôler ce système climatique. Et par exemple, on a observé que après le lancement du satellite
satellite soviétique Sputnik, il y a un emballement des publications de presse sur la modification de la météo. Donc ça, c'est très intéressant à voir, cette manière dont en fait la géo-ingénierie en fait était pleinement intriquée dans les dynamiques de lutte géostratégique entre les deux blocs durant la guerre froide. Vraiment, ça a donné quoi? C'est toutes ces espérances, toutes ces technologies, parce que on va y aller déjà maintenant un petit peu dans certains sujets. Nous, on sort beaucoup de vidéos et je vois souvent des mots qui reviennent et je vois souvent des croyances qui reviennent. C'est un peu pouvoir en parler. Comme quoi, les États-Unis utilisent déjà des armes pour provoquer soit des tremblements de terre. Et donc, quand je vois qu'il y a des tremblements de terre dramatiques qu'il y a eu dans certains pays, et souvent, c'est dans des pays pauvres où les images sont extrêmement, parce que les infrastructures sont fragiles et donc les images sont cataclysmiques. Et là, il y a toujours un peu cette croyance que oui, ça vient de l'Occident, c'est les États-Unis qui ont activé une arme. Bon, je sais pas dans quel but, souvent, dans certains pays, il n'y a aucune raison de le faire, mais soit. Mais sans être méprisant, j'ai envie d'essayer de comprendre. Projet HARP. Ça, c'est des croyances qui sont déjà omniprésentes de modification du climat. Je vais citer un autre exemple. C'est les inondations qui ont eu à Valence en 2024. Sur les réseaux sociaux, ont fleuri des photos d'un bâtiment, ou devrais-je dire surtout d'un bateau, avec c'est une centrale portable qu'on met pour alimenter certaines zones. Il y en a une au bord de Dakar. Voilà, c'est connu. On peut d'ailleurs les retrouver sur les ports maritimes internationaux. Vous pouvez vous-même retrouver ça. Mais tout le monde a fait croire que ce bateau-là modifiait le climat et comme par hasard, il était à tel endroit et comme par hasard, il était à tel endroit. Donc, les gens, quand on parle de géologie, ils se disent non mais on est déjà dedans. C'est s'il y a des modifications météorologiques, c'est qu'on déstabilise déjà. C'est super intéressant comme question et nous on voit clairement beaucoup de réactions complotistes à notre ouvrage. Donc c'est très important pour nous de pouvoir réagir sur ce point et on est très heureux que tu nous poses la question. Donc effectivement, on a eu cette période de la guerre froide où tout ce qui s'imagine aujourd'hui en matière de complotisme, en fait, n'était pas si loin de la réalité. On cherchait vraiment à aller produire des catastrophes chez nos ennemis. Enfin voilà, il y a aucune ambiguïté. Durant la guerre du Vietnam, les États-Unis sont allés vraiment chercher à faire pleuvoir davantage, à augmenter le phénomène de mousson pour pouvoir enliser les déplacements ennemis. Enfin voilà, il y a aucune ambiguïté là-dessus. Le problème, c'est que toutes ces tentatives militaires de modification de la météo et du climat, elles se sont heurtées, on va dire, à deux murs. Le premier, c'est que la plupart des expériences empiriques n'ont pas été concluantes. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas vraiment à le faire. Vraiment, la plupart des expériences, ça n'a rien donné et on n'a pas réussi à avoir d'effets réellement concluants sur la météo ou le climat. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a eu en fait des scandales publics liés justement à la diffusion par la presse de ce qui avait été fait par les États-Unis durant la guerre du Vietnam. Et il y a eu dans les années 70, en 1976, la convention ENMOD. Donc c'est une convention qui prohibe tout usage militaire des techniques de modification de l'environnement ou du climat. Et donc là, il y a eu, on va dire, alors tout le monde ne l'a pas signé cette convention, mais l'idée c'était globalement que on arrêtait de faire ça à des fins vraiment militaires. Ça ne veut pas dire que les recherches se sont arrêtées. Les financements ont drastiquement diminué pour cette finalité-là, mais voilà, par exemple, dans les années 90, on voit encore un rapport de l'US Air Force qui dit on va contrôler la météo à des fins militaires d'ici 2025. C'est beaucoup ce qui me revient, ce qu'on m'envoie beaucoup en me disant regarde, ça existe, c'est en cours. Oui, tout à fait. Il y a, je vais pas dire qu'il n'y a pas de recherche militaire là-dessus, mais le fait est qu'il n'y a encore aujourd'hui pas de consensus scientifique sur l'efficacité des techniques de modification de la météo. Et voilà, ça reste une petite niche, pouvoir modifier la météo. Tout ce qui est séisme, tsunami, toutes ces choses-là, ces catastrophes qui ne sont pas météorologiques, c'est extrêmement compliqué de soutenir que ça a été provoqué par une puissance ennemie. Et peut-être juste pour ajouter, ce qui est intéressant avec ce sujet du complotisme, et après Rémi pourra peut-être compléter, c'est que c'est aussi réinvesti par les sphères climato-sceptiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans certaines sphères conspirationnistes, la géo-ingénierie, c'est un synonyme
des changements climatiques. C'est-à-dire que on simulerait les changements climatiques par ces opérations de modification du climat, justement à des fins alors soit à des fins économiques parce que ça permettrait d'ouvrir de nouveaux secteurs de marché, de faire peur aux gens avec cette histoire de changement climatique. Exactement, on a vu des choses sur le pass carbone, calqué du pass sanitaire, enfin voilà, ces choses-là. Quand il y a un événement climatique extrême, parce que je vois que je peux pas t'interrompre, il y a toujours une vague sur X, sur Facebook, et même de vidéos YouTube, disent, regardez, c'est à cause de tel truc, tel truc. C'est-à-dire que la responsabilité des activités humaines dans le changement climatique, c'est même plus ça. Le changement climatique, c'est même plus ça. C'est non, on veut nous faire passer une pilule, on veut effectivement nous mettre le pass carbone, on veut tenter à nos libertés en modifiant le climat intentionnellement. Ça fait peur en cette période de polarisation. Effectivement, tu as raison. Et puis j'ai bien aimé comment tu as amené la question, parce que tu as dit sans mépris, sans dédain aucun. Parce qu'effectivement, on l'a dit, c'est des trucs compliqués, il y a des frontières floues. Faut pas mépriser ces sentiments de peur complotistes, quoi. Qui viennent aussi d'une espèce de truc qui est, effectivement, le climat change et tout. Enfin, ça crée un décor qu'on est habitué à voir stable et en train de bouger, quoi. Peut-être qu'un truc aussi à dire, c'est que si vraiment on commence à faire un programme de géo-ingénierie solaire, normalement, on devrait le savoir assez vite. Si jamais ça se fait, ça se ferait assez peu discrètement parce qu'il faudrait des centaines d'avions qui feraient des rotations vers la stratosphère avec qui amènent du soufre. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ça donne des infrastructures gigantesques. Donc, c'est pas un truc qui peut être planqué, quoi. Si on commence à faire ça, effectivement, de façon contrôlée, sous l'égide d'une espèce de gouvernance internationale, voilà. En fait, effectivement, là, tout discours complotiste va devenir, entre guillemets, plus dur à contrer, puisqu'en fait, on va toucher au système Terre de manière beaucoup plus forte. Et comment vous allez pouvoir empêcher quelqu'un de dire, bah attendez, et d'un coup j'ai une espèce de sécheresse dans mon pays, je suis sûr que c'est à cause de votre truc que vous avez mis dans le ciel, quoi. Et donc c'est aussi une des critiques qui est faite à la géo-ingénierie, c'est de dire, dans un monde compliqué, avec effectivement les fake news, des sentiments de crainte qui se muent en conspirationnisme, etc. En fait, l'idée qu'on va pouvoir tranquillement aller freiner le réchauffement climatique, ça suppose une sphère rationnelle. On va pouvoir avoir des débats apaisés, etc. Or, on n'est pas dans ce monde-là. On est dans un monde tendu, avec des tensions géopolitiques, des craintes irraisonnées, etc. Et donc, en fait, ça provoquerait probablement beaucoup plus de crispation. Donc, c'est une aussi des critiques qui est faite à la géo-ingénierie. Pour justement, Rémi commençait à parler un peu de la conflictualité à l'échelle internationale. Ça, c'est un point extrêmement important parce que, comme tu le disais, déjà aujourd'hui, il y a un climat de méfiance. Dès qu'il y a une catastrophe météo-climatique, il y a tout de suite cette suspicion de ça vient de l'Occident. Mais... Je vais citer un exemple très concret. Ouais. C'est Floride avec Milton et juste avant c'était celui qui commencera. J'ai oublié le nom, excusez-moi, mais il y a eu 3 ouragans d'affilée, dont 2 très forts. Il y a des podcasteurs très connus, des Joe Rogan et encore d'autres, qui disaient ah ouais non mais c'est les démocrates qui ont activé un truc. Parce que c'est un État bascule, c'est un swing state, et ils ont fait exprès pour qu'ils puissent gagner les élections. Et quand ce sont des gens qui ont des millions de personnes qui les écoutent et que ça devient un truc qui tu te dis, mais attendez, les gars, quand il se passe un événement comme ça, alors que ça doit être un élément déclencheur pour mettre des politiques publiques en place, non, en fait, ça nous fait reculer. Mais c'est les autres qui ont fait ça. Ils ont jeté la faute sur des groupes humains. Tout à fait. Et donc, il y a un réel potentiel de troubles intérieurs déjà. À l'intérieur même des États, on peut se retrouver avec des frictions, justement, avec des accusations de c'est tel groupe ou tel groupe qui est à l'origine de la catastrophe. Et puis aussi, il y a des risques de tensions interétatiques. Et là, on peut déjà sentir un peu ça. Il y a plusieurs cas de figure. Le premier, c'est l'Iran qui, dès qu'il y a une sécheresse en Iran, l'Iran dit mais ça c'est l'Occident, c'est soit les États-Unis, soit l'Europe. Parfois l'Iran accuse aussi Israël. Et en fait le fait que l'Occident se soit effectivement et historiquement positionné sur ces techniques de modification de la météo et du climat, ça en fait une cible extrêmement facile et ça le rend tout de suite facilement, ça en fait un sujet de suspicion très très facile. Et puis il y a un autre cas de figure mais qui est
lui beaucoup plus inquiétant, c'est le cas de la Chine et de l'Inde. Parce que tu le sais peut-être, la Chine est à l'origine du plus grand programme de modification de la météo au monde, qui s'appelle Sky River, et qui doit être achevé cette année en 2025. Vraiment, la Chine, c'est l'État qui investit le plus au monde dans la modification de la météo. Et en fait, sur le plateau tibétain, il y a sur des centaines de kilomètres carrés des petits générateurs pour modifier la météo. Et en fait, l'Inde est extrêmement contrariée par cette installation et on commence déjà à voir en fait dès qu'il y a une inondation dans les États indiens frontaliers ou dès qu'il y a un truc qui on va dire des conditions météorologiques qui ne sont pas satisfaisantes, directement il y a des autorités indiennes qui vont dire c'est la Chine qui est responsable de ça. Surtout qu'ils ont beaucoup de canicules ces temps-ci. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est très ambivalent parce qu'il y a à la fois une suspicion qui est difficilement rationalisable, on va dire, de la part des États qui subissent des catastrophes météo-climatiques, et en même temps, de la part de la Chine, il y a une ambiguïté dans les intentions, parce qu'il y a à la fois l'idée de on va sécuriser nos ressources hydriques domestiques. Je sais que la Chine a d'énormes problèmes d'eau au niveau du sud, c'est le, ce que je me trompe pas, le sud a 85% des réserves et c'est le nord, enfin, en tout cas c'est les zones les plus peuplées qui ont que 15% des réserves. Ils construisent des barrages, des barrages, pour acheminer de l'eau sur des milliers de kilomètres. Enfin, ils ont un vrai problème hydrique, effectivement. Complètement. Et justement, l'ensemencement des nuages, donc la modification de la météo, terme technique sur lequel on pourra revenir, ça entre dans ces stratégies de, je sais pas comment le dire, dérivage, je sais pas, de transfert, en fait, des ressources hydriques du sud vers le nord. C'est-à-dire qu'on va faire pleuvoir, et en utilisant, les canaux, les rivières, ça va remonter vers le nord. Donc, il y a l'idée de sécuriser les ressources hydriques domestiques, c'est-à-dire on assure la sécurité nationale, et en même temps, par ce contrôle météorologique à l'échelle de la région, la Chine affirme clairement un pouvoir de contrôle sur les conditions météorologiques indiennes, avec l'idée que s'il y a une montée en puissance, s'il y a une montée des tensions, la Chine pourra menacer l'Inde de provoquer des catastrophes météoclimatiques sur son territoire. Donc il y a aussi une ambivalence, et là on peut revenir à la convention EDMOD, parce que c'est une convention qui dit il ne faut pas provoquer intentionnellement de modification de l'environnement pour nuire à l'autre. Mais pour prouver que c'est intentionnel, c'est compliqué dans des cas aussi ambivalents que celui de la Chine et de l'Inde. Donc il y a, comme le disait Rémi, de gros risques de conflictualité. Comment ça fonctionne, ces petits générateurs que la Chine est en train de mettre en place? J'ai entendu parler effectivement beaucoup d'ensemencement des nuages, que certains pays ont fait ça parce qu'ils avaient un défilé, donc c'était important de pouvoir faire en sorte qu'il ne pleut pas ou qu'il pleuve avant. Ça fonctionne comment? Est-ce que la France peut déjà mettre ça en place, l'Europe aussi, est-ce qu'on l'a déjà fait? Est-ce que cette modification ponctuelle et locale de la météo peut avoir un impact ensuite sur le climat, etc. L'ensemencement des nuages, ça a été découvert dans les années 40 aux États-Unis, justement dans ce contexte on va dire de course au contrôle des conditions météo et climatiques dans le cadre de la guerre froide. Et puis, en fait, dès que les États-Unis ont découvert ce principe scientifique, ça a tout de suite été exporté en Europe, ou plutôt importé par la France. La France, c'est le premier État à dire ça nous intéresse. Alors c'est pas vraiment l'État, je dis l'État, mais c'est un groupe de chercheurs en physique atmosphérique sous l'égide d'un scientifique qui s'appelle De Sens, qui a fondé directement ce qu'on appelle aujourd'hui l'ANELFA, l'Association nationale d'études et de lutte contre les fléaux atmosphériques. C'est une association qui est située à Toulouse, et donc eux, depuis les années 50, ils font de l'ensemencement des nuages, donc la France c'est un pays vraiment pionnier dans le domaine. Par la suite, ça s'est diffusé un peu en Europe, donc on sait qu'on le fait en Allemagne, en Italie, en Espagne, et après il y a plein d'autres États dans le monde. Il y a une 50aine d'États dans le monde en tout qui le font de manière routinière. Et donc c'est-à-dire que par exemple en France, et j'ai fait ma thèse sur justement les pratiques françaises. En France, dès que Météo France
alerte sur la venue d'un orage à grêle, parce que le problème principal en Europe, c'est la grêle. Il y a de plus en plus de sécheresse, mais on modifie surtout la météo pour lutter contre la grêle. Et donc en France, dès qu'il y a une alerte orage, la NELFA, donc l'association dont je t'ai parlé, appelle en fait tous les agriculteurs de la région qui se sont pourvus d'équipements de modification de la météo en leur disant « Ok, il faut ensemencer les nuages maintenant ». Alors en fait, chaque agriculteur a sur sa parcelle un générateur à iodure d'argent. Donc en fait, c'est une petite cheminée, un petit boiler, et ça va permettre de diffuser l'iodure d'argent, qui est un produit chimique qui imite la structure de la glace. Et pour le dire très très rapidement, comme tu rajoutes des noyaux dans le nuage, l'eau se répartit sur plus de noyaux, et donc tu as un nombre plus grand de grêlons. Mais comme ils sont plus nombreux, ils sont plus petits. Et donc quand ils tombent, ils vont soit fondre complètement, soit ils vont être plus petits et ils vont faire moins de dégâts. C'est ça l'idée. Donc Voilà. L'instant arrive dans les nuages, là où il y a la formation des grêlons. C'est effectivement, on a vu, quand on le fait pas avec les événements climatiques extrêmes, on a des grêlons de plus en plus gros qui arrivent et qui peuvent massacrer même les édifices, en fait, qui peuvent massacrer les infrastructures. Et effectivement, c'est pas cool pour les agriculteurs. Et donc ils activent ça, ce qui permet d'avoir des tailles plus petites, et donc ça passe. Donc l'eau se répartit sur beaucoup plus de grêlons, c'est plus petit, et l'idée c'est d'affaiblir vraiment, de réduire les dégâts liés à la grêle. Donc ça, c'est ce qui se fait en France. Parce que, excuse-moi de nouveau, pour qu'on puisse bien tous comprendre, que ce soit la neige ou en tout cas les grêlons se forment à la base parce qu'il y a une particule qui se trouve déjà, quelle que soit de poussière, j'en sais rien, enfin, des particules en haute atmosphère, fait que c'est comme une sorte de boule de neige qu'on roule. Vous savez, quand vous faites votre bonhomme de neige, vous avez une petite et vous la roulez, elle prend beaucoup. Et donc en fait, ça permet, plus on met des particules, plus ça va créer des formations, des gens, plus pour moi rouler des boules de neige, mais qui vont être moins épaisses. Mais c'est intéressant parce que j'arrivais pas à comprendre le mécanisme. Donc donc c'est sur les petites poussières qui permettent de nous possibilités. Et ça s'appelle le principe scientifique de ça, c'est la compétition bénéfique. C'est-à-dire, c'est l'idée que chaque grêlon, comme ils sont plus nombreux, ils vont se battre pour aller chercher de l'eau, et donc ils vont être plus petits parce qu'ils se disputent une quantité plus faible d'eau. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a un côté très biologique aussi dans ce principe scientifique. Non, peut-être juste ajouter que, donc on a parlé de la modification de la météo avec l'ensemencement des nuages. C'est aussi une technique qui est utilisée pour faire de la géo-ingénierie solaire. En fait, l'idée est un peu similaire, c'est que et c'est fait par exemple au-dessus de la Grande Barrière de Corail, il y a des expérimentations donc en Australie, au large de l'Australie. L'idée c'est que pour empêcher le blanchiment des coraux, on va essayer de densifier le nuage qui est au-dessus, faire qu'il soit plus blanc, plus réfléchissant. Donc tu as moins d'énergie solaire qui va, entre guillemets, qui va passer en dessous. Et donc tu vas refroidir la zone qui est sous ces nuages. On appelle ça le blanchiment des nuages marins. Donc là on va peut-être y revenir, une des techniques de géo-ingénierie solaire, où là l'idée effectivement, c'est de jouer ce qu'on disait au départ sur le bilan radiatif, et donc d'essayer d'avoir moins d'énergie solaire entrante de façon à refroidir localement l'atmosphère. Donc ça c'est fait au-dessus des grandes barrières de corail. Il y a des projets pour le faire en Arctique, pendant les mois d'été en Arctique. Tu fais passer des bateaux qui en fait vaporisent de l'eau de mer, les petits cristaux de sel remontent, et comme tu le disais, ça fait plus de petits cristaux de noyaux de condensation dans le nuage, et le nuage va devenir plus blanc, plus réfléchissant. Donc c'est aussi une technique qui est étudiée pour la modification du climat. Aujourd'hui, année 2025, on a noté que l'année 2024 a été la plus chaude de l'histoire depuis que nous prenons des mesures, et serait l'année la plus chaude depuis 120 000 ans. 1,5 degré a été atteint. Il faut compter ça sur 10 ans pour que je sois effectif, voire 10-20 ans pour que je sois effectif sur les objectifs. Mais bon, il y a de fortes chances que ça continue forcément à continuer à augmenter. Des événements climatiques intenses et des événements météorologiques extrêmes se déroulent un petit peu partout sur Terre. On entend de plus en plus parler. Ça devient très compliqué entre sécheresse, inondations, feux de forêt. Aujourd'hui, effectivement, on entend de plus en plus, par-ci, par-là, en tout cas dans les milieux qui s'intéressent à cette question, parler de géo-ingénierie. Mais quand on parle de géo-ingénierie, on parle que de quel type de technologie, comment ça fonctionne en détail, quels sont les plans qui sont assez concrets et sérieux, et surtout, où est-ce qu'en est la France? Est-ce que on a pour l'ensemencement qui est différent, la France fait partie des pionniers, a pris à bras le corps cette question-là. Ben, c'est comment ça la géo-ingénierie climatique? Est-ce que la France fait partie des pionniers, ou est-ce qu'au contraire, en fait, il n'y a qu'un pays qui a techniquement le monopole de tout,
et pourrait décider en fait à la place du reste du monde. Ouais, bien sûr. Peut-être qu'on peut entrer un peu plus en détail effectivement sur les techniques de géo-ingénierie solaire. Donc on a parlé, on a dit, il y a deux familles, la géo-ingénierie carbone qui vise à retirer du CO2 atmosphérique, la géo-ingénierie solaire qui est la plus controversée en réalité, et donc qui viserait à refroidir artificiellement la Terre en filtrant une partie de l'énergie solaire entrante. Donc là-dedans, il y a deux grandes sous-familles, disons, de géo-ingénierie solaire. Il y a effectivement le blanchiment des nuages marins, donc on en a parlé, et puis il y a l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Alors comment ça fonctionnerait? Donc en gros, le but c'est de mettre des aérosols, donc le plus souvent c'est du soufre. Pourquoi du soufre? Parce qu'en fait, on sait que ça fonctionne, parce que les volcans font ça. Les volcans en éruption envoie du soufre dans la stratosphère et on sait qu'il y a un effet refroidissant sur la planète pendant quelques mois, voire quelques années, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est de mettre donc ces petites particules de dioxyde de soufre qui vont s'oxyder, faire de l'acide sulfurique. Donc, ça sera une espèce de voile qui va se créer autour de l'acide sulfurique. Ouais, l'idée, c'est en gros c'est de changer le pouvoir optique de ces c'est d'avoir un pouvoir optique de ces aérosols qui fait qu'ils réfléchissent plus de soleil que ce qui laisse entrer de soleil. Enfin, ils réfléchissent, voilà, il y a un effet de filtration d'une toute petite partie du rayonnement solaire. C'est à peu près moins de 1%. Donc ce serait, voilà. Et ça permettrait, du coup, de refroidir artificiellement la Terre sans forcément changer la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Donc pour faire ça, il faut un vecteur. Comment est-ce qu'on amène du soufre dans la stratosphère? Donc souvent, on considère que ce serait les avions qui seraient les plus adaptés. Alors il faudrait construire des avions un peu spéciaux parce qu'il faut voler plus haut que ce que font les avions actuellement. Et puis il faut surtout qu'ils puissent amener du soufre en quantité importante. Et comme le soufre finit par retomber au bout de 2-3 ans, etc., il faut constamment en fait renouveler les injections. Donc ça supposerait de développer une flotte d'avions spéciaux qui fera des rotations permanentes pour amener du soufre dans la stratosphère. Et donc comme ça, tu as un effet effectivement refroidissant sur la planète. Cette idée, elle date d'à peu près des années 70, disons, les scientifiques soviétiques y avaient pensé, aux États-Unis aussi. Et alors maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que les principales recherches autour de ça, en tout cas les principaux financements connus, etc., c'est surtout aux États-Unis. Effectivement, il y a des chercheurs américains qui depuis longtemps s'intéressent à ça. Il y a un chercheur qui s'appelle David Keefe, qui a plusieurs nationalités, il est aussi canadien et je crois aussi britannique, il a 3 nationalités, qui est maintenant à l'université de Chicago et qui est un peu le pape de la géo-ingénierie solaire, qui travaille là-dessus depuis longtemps. Et donc, la France, ça je vais peut-être laisser Marine répondre, et en tout cas l'Europe de manière plus générale est plus attentiste dans ses positions, mais je vais laisser Marine développer là-dessus. Oui, déjà si on prend à l'échelle de l'Union européenne s'est à plusieurs reprises positionné pour un accord de non-déploiement de la géo-ingénierie solaire, ou en tout cas pour appliquer le principe de précaution, donc que ce soit dans des arènes de négociation internationales, où il y a eu plusieurs papiers de l'Union européenne qui sont sortis, où vraiment la position c'est on n'y va pas, c'est trop dangereux, il y a autre chose à faire en fait pour les changements climatiques. Après, en ce qui concerne la France, c'est assez intéressant parce que dans le cadre du Forum de la paix pour la paix de Paris, donc c'était en 2022, il y a eu la création de la Climate Overshoot Commission, donc commission pour je sais jamais comment ça en français. C'est pour l'évitement des dépassements des risques climatiques. Ouais, très bien. Et donc cette commission qui est présidée par Pascal Lamy et qui a été créée dans le cadre du Forum de Paris. Donc il y a un côté très français quand même. Cette commission, elle est très ambiguë par rapport à la géo-ingénierie. Et l'idée, c'est que quand même, il faudrait donc quand on lit leur rapport, c'est qu'il faudrait aller l'explorer parce que il y a des chances pour que ça nous serve et pour que on ait plus le choix en fait, qu'on soit obligé de le déployer. Et donc le côté un peu ambivalent, voire favorable de cette commission vis-à-vis de la géo-ingénierie, ça a mis la France dans une position un peu embarrassante parce que en fait la France ne s'est jamais positionné officiellement sur le sujet, mais maintenant il y a un petit côté, il y a une petite urgence à le faire parce qu'on sait que alors quand on parle un peu avec des officiels français, ils sont très défavorables, donc il y a un sentiment d'urgence à se positionner et à dire clairement pour la France, on n'est pas dans cette optique-là et on veut faire autre chose. Et donc je sais que il y a une position française qui est en train de se préparer avec notamment un groupe de travail interministériel sur la question et on espère que ça va assez vite sortir et que la France va pouvoir se positionner. Ce qu'on peut dire aussi sur la Overshoot Commission, la fameuse commission dont vient de parler Marine, c'est que en fait, elle est assez symptomatique d'un truc. C'est ce qu'on disait au départ, la normalisation de cette technique, parce que la façon dont ça a été marketé à la fin, c'était de dire on a une approche CARE, le soin en anglais, C-A-R-E. Et donc du coup,
En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est un acronyme. Le C, c'est pour cut. On va réduire les émissions. Donc ça, c'est la politique climatique classique. On veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le A, c'est pour adapter, adapt. Donc là, pareil, on considère que c'est un peu les deux jambes des politiques climatiques actuelles. On va réduire les émissions et puis on va adapter nos sociétés à un monde qui, de toute façon, sera plus chaud. Et ensuite, il rajoute R et E. Alors, c'est quoi R et E? R, c'est remove. Donc, c'est le removal. Donc, on va retirer du CO2 de l'atmosphère. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on disait sur la géoingénierie carbone, qui maintenant s'appelle plus volontiers l'élimination du dioxyde de carbone atmosphérique. Et le E, c'est pour explorer la géoingénierie solaire. Et donc là, c'est l'idée que, il faut savoir. Enfin, c'est l'idée. En fait, c'est un argument qui est assez difficile à contrer, parce que c'est l'argument de la science, de dire, peut-être que ça marchera pas, peut-être que c'est une mauvaise idée, mais est-ce qu'il faut quand même pas faire de la recherche en simulation numérique, mieux comprendre ce que ça pourrait faire, etc. Après, il y a toute une critique des sciences sociales faite à ça, on appelle ça la pente glissante, c'est-à-dire que quand vous avez un écosystème de recherche qui se crée, ça matérialise l'horizon, on s'imagine plus, du coup il y a des budgets qui sont alloués, des gens qui travaillent là-dessus, et donc en fait, d'une certaine façon, progressivement, on rentre dans un monde où ça devient possible et faisable. Donc il y a évidemment cet effet-là. Et puis, si je veux me permettre d'interrompre 2 secondes, il y a le soft power hollywoodien, façon de parler, qui a toujours vent à l'avance des études, parce que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on se dirige vers de l'imaginaire d'un robot, d'une IA qui fonctionnerait, parce qu'à un moment donné, la science-fiction s'est créée sur une base d'espoir, de recherche. Donc ça pourrait aussi créer des narratifs de, regardez, ça devient normal, de normaliser ce processus. Mais ce qui est fou, c'est que t'as même pas, en fait, disons que notre imaginaire, il est plus habitué à se dire, il y a peut-être on va peut-être faire ça. En fait, notre imaginaire a été préparé à l'idée qu'on va peut-être faire des solutions techniques un peu dingues, plutôt que réduire nos émissions, nos flux de matière et d'énergie. Il n'y a pas de la science-fiction sur une société décroissante heureuse. Il y en a très très peu. Il y a quelques livres de science-fiction qui existent. Il y a Ecotopia, par exemple, qui décrit ça. Mais dans le cinéma hollywoodien, t'as soit des films de post-apo, apocalypse, où en fait c'est un monde ravagé avec des gens qui essaient de survivre, soit des sociétés de cyberpunk, quoi, des sociétés ultra technologisées avec des inégalités sociales fortes, etc. Il n'y a pas de science-fiction, entre guillemets, positive qui décrirait un monde qui aurait réussi à baisser ses flux de matière et d'énergie, à redistribuer le gâteau, etc. Et donc à vivre dans une société plus résiliente, décroissante, etc. C'est quasi inexistant. On n'a pas de films qui nous viennent en tête, ou même de romans, etc. Ça poursuit une projection. Voilà. Et donc en fait, ce qui est fou, c'est quand même en discutant avec des gens, même des chercheurs et tout, qui sont opposés à cette technique, qui disent que voilà, on risque. En fait, beaucoup pensent quand même qu'on va finir par y aller, quoi. Il y a une espèce de crainte que ces imaginaires sont tellement puissants, l'inertie du système entre guillemets est tellement puissante qu'en fait on est amené vers ça, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a un effet impressionnant. Et l'autre truc que je vais filer sur la Overshoot Commission, c'est que le fameux R et le E, là, remove et explore. On a dit tout à l'heure, les chercheurs qui travaillent là-dedans, ils disent mais c'est deux techniques très différentes. Effectivement, l'extraction du CO2 atmosphérique, elle est déjà routinière dans le GIEC. On considère, généralement, le chiffre qui a avancé, c'est il faudra retirer en 2050 10 gigatonnes de CO2 par an de l'atmosphère. C'est un truc gigantesque à faire. En gros, en 25 ans, il faut qu'on développe une industrie qui a à peu près la taille du secteur pétro-gazier actuellement. En 25 ans. C'est un défi incroyable. Surtout que pour l'instant, retirer du CO2 de l'atmosphère, ça coûte très cher et donc il n'y a pas de marché. Vous pouvez vendre des crédits carbone, mais ils vont devoir coûter très cher. Il y a quelques entreprises comme Microsoft qui financent ça parce qu'en fait, voilà, ils mettent en avant le fait qu'ils achètent des crédits carbone de très haute qualité, voilà. Mais pour l'instant, c'est compliqué avec les mécanismes de marché actuels de développer ce secteur. Donc il y a ce problème-là. Et donc du coup, en incluant ces technologies dans les rapports, dans les scénarios, on dit on va retirer au fur et à mesure beaucoup de carbone de l'atmosphère. Donc ce faisant, ça permet entre guillemets de pas avoir à réduire trop vite tout de suite nos émissions fossiles, puisqu'on pourra les retirer plus tard. Sauf qu'on n'est pas sûr entièrement de pouvoir développer cette technologie. C'est une promesse technologique, on compte dessus. Donc il peut y avoir un monde où dans 10, 20, 30 ans, on aura à peine développé cette technologie. J'espère qu'on arrivera à les développer, mais c'est pas sûr. Si on n'y arrive pas, en fait on aura émis davantage que le budget carbone qu'on aurait pu se permettre. Et du coup, là rentre en ligne de compte l'idée qu'il faut peut-être un voile solaire pour, en urgence, entre guillemets, freiner et atténuer le réchauffement. Donc en fait, il y a quand même un lien entre ces deux familles technologiques. Et ça, c'est assez bien montré. Il y a un truc qu'on appelle le schéma de la serviette, qu'en fait, un schéma qu'avait dessiné un scientifique sur une serviette, où en fait, il dit comment on va réussir à atténuer les souffrances liées au réchauffement climatique. Et donc, il utilise ces 4 familles. On va devoir réduire un peu nos émissions, mais quand tu regardes le schéma, pas tant que ça en fait. En fait, il y a un plateau un peu. Et il y a un plateau fossile, mais ça descend pas brusquement. On va adapter nos sociétés. Donc les souffrances, on les diminue beaucoup parce qu'on a l'adaptation. Et ensuite, ce qui va rester en fait de marge, on va avoir du retrait du CO2 atmosphérique et puis le voile solaire pour encore tasser la courbe.
Et ça, ce schéma-là, il est repris par la Overshoot Commission, et c'est un peu, disons, l'horizon de ces politiques climatiques-là, qui dirait ces 4 familles: réduire, adapter, retirer, et puis peut-être le panneau solaire. Eh ben justement, quand on parle de cette idée de voile solaire, balancer du soufre, c'est quoi on change la couleur du ciel? Effectivement, qu'est-ce que ça crée? On a l'impression qu'on touche à un truc de sacré. On va littéralement mettre quelque chose de nouveau sous le soleil. Parce qu'effectivement, la réfraction de la lumière se ferait différemment. Donc souvent, ce qui a été dit, c'est qu'il y aurait un ciel peut-être plus blanc, plus laiteux, avec des aurores et des crépuscules plus irisés, avec plus de lumière. Il y a le tableau de Edward Munch, Le Cri. En fait, souvent, il est parfois dit qu'il a été peint après, en fait, les effets de couleur qu'on voit derrière sont liés au fait qu'il y avait une éruption volcanique, et donc le ciel, ces années-là, avait une couleur un peu différente. Bon, la question, en fait, de la couleur du ciel, elle dépend des aérosols qu'on va utiliser, des quantités. Parce que j'ai parlé du soufre, mais il y a d'autres particules, il y a d'autres gaz ou particules qui sont explorés, carbonate de calcium, etc. Ça dépend, en fait, beaucoup de ce qu'on va utiliser, des quantités. Il n'est pas certain que ça change radicalement la couleur du ciel. Voilà, il y a des controverses scientifiques là-dessus. Mais par contre, ce que ça a comme effet, il y a une liste un climatologue qui s'appelle Alan Rambock, qui avait fait une liste de 20 raisons pour lesquelles la géoingénierie solaire lui paraissait inquiétante. Ça va de conflits géopolitiques, on en a un peu parlé, à des trucs comme la photosynthèse des plantes. Parce qu'en fait, comme vous changez un petit peu la façon dont l'énergie solaire entre dans le système Terre, vous changez un petit peu la façon dont la productivité des plantes. Donc, il y a même des études qui sont faites. On va regarder après une éruption volcanique, typiquement le Pinatubo en 91, qui est une grosse éruption volcanique. On va essayer de comprendre, à partir des rendements agricoles, quelles étaient les plantes qui avaient le plus ou moins produit. Est-ce que par exemple le maïs et le soja, dont on dépend quand même grosso modo pour l'alimentation mondiale, ils ont mieux ou moins bien produit. Qu'est-ce que ça changerait en fait à la photosynthèse? Les panneaux photovoltaïques. Il y a des études qui sont faites sur qu'est-ce que ça changerait de voiler légèrement le soleil à la productivité des panneaux photovoltaïques qu'on installera. Il y a des questions sur effectivement. Alors les grosses questions, c'est sur la pluviométrie, le régime des pluies, sur les sécheresses. Enfin voilà, en fait, on voit que ça pose plein de questions, à la fois géopolitiques, sociales, etc., mais aussi physiques et sur le cycle biogéochimique. C'est difficile d'avoir toutes les réponses, en fait. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gros fossé entre le niveau de connaissance qu'on a actuellement sur ces techniques et par ailleurs le degré d'urgence qui nous pousse à les considérer de plus en plus activement. C'est-à-dire que la plupart des techniques dont on a parlé de modification du rayonnement solaire ou modification du bilan radiatif, en fait, elles sont on peut pas faire de réelles expérimentations sur le terrain et à grande échelle parce que ça reviendrait en fait à déployer la géo-ingénierie. Donc le volet expérimentation, il est très restreint. Donc actuellement, en fait, on se fonde surtout sur des modélisations numériques. Et dans ce champ-là, on est vraiment au tout début la modélisation des effets de ces techniques. Et donc c'est ce décalage-là entre le niveau de connaissance de la communauté scientifique sur la question et l'urgence qui pousse de plus en plus d'acteurs à s'y intéresser et qui fait naître aussi l'envie d'aller plus vite chez des acteurs politiques, économiques qui et parfois en fait pas forcément par malveillance mais juste parce que on a tellement peur des changements climatiques et on voit déjà des effets tellement forts qu'on a envie de le ralentir tout de suite. Je pense à certains petits États insulaires qui en fait clairement c'est terrible de le dire mais si on ne déploie pas de géo-ingénierie solaire, ces États sont finis. Alors on pourrait dire les choses dans l'autre sens et dire que simplement on a échoué à prendre en charge politiquement les changements climatiques et donc que c'est ça qui mène à leur disparition, mais ça fait un peu office de vraiment c'est un peu la dernière chance pour certains acteurs et donc on commence à avoir en fait des acteurs privés qui s'engouffrent et qui cherchent à faire avancer les choses beaucoup plus vite que ce qui serait prescrit par la communauté scientifique. Et donc je pense notamment à un acteur qui s'appelle Make Sunsets. Donc c'est une société qui en fait a commencé à faire de l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Alors c'est une société qui a commencé à faire des tests au Mexique. Donc en fait ils font ça avec des ballons stratosphériques. On peut faire ça par avion comme l'avait précisé Rémi. On peut aussi le faire avec des petits ballons qui vont monter à haute altitude et qui au moment le plus optimal vont libérer en fait les produits dont on a parlé, donc notamment le dioxyde de soufre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette société, elle a commencé à le faire. Alors, elle n'a pas déployé ça massivement. Ça reste assez léger. Il n'y a pas de grande quantité
quantités de soufre qui ont été dispersées, mais elles commencent à le faire et ça entre dans un processus de commercialisation. C'est-à-dire que si tu en as envie, tu peux aller sur leur site web et acheter ce qu'ils appellent des crédits de refroidissement. C'est-à-dire que pour quelques dollars, tu vas en fait qui vont correspondre à une certaine quantité de soufre, eux, ils vont aller mettre ce soufre dans la stratosphère pour toi. Et donc, alors là, il y a un truc un peu pervers qui est, en fait, on commercialise l'anxiété écologique. Ils font ça sans, enfin, le Congrès américain est au courant. Ouais, tout. On est dans un principe de libéralisme d'une entreprise, c'est ce qu'elle veut voir. Complètement. Alors, américaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait ça au Mexique, et le Mexique a dit non, vous arrêtez de faire ça sur notre territoire. Ils vont faire dans notre pays, quoi. Voilà, exactement. Et donc ça a amené à quand même un acte assez fondateur, puisque le Mexique s'est prononcé contre toute expérimentation de géo-ingénierie sur son territoire. Donc c'est prohibé au Mexique, ça c'est quand même assez intéressant. Mais par contre, ils sont repartis faire ça aux États-Unis. Et donc là, il y a un côté un peu pervers aussi de commercialisation, d'ouverture de nouveaux secteurs de marché par la géo-ingénierie, avec l'idée qu'on pourrait vendre ça aussi aux particuliers comme un moyen de s'engager pour lutter contre les changements climatiques. Et il y a aussi alors on a vu ça chez Gernot Wagner, qui est en fait aussi l'une des figures de la géo-ingénierie, et qui a envisagé un scénario de prospective dans lequel en fait des consommateurs pourraient très facilement, en allant sur Alibaba, se procurer un petit ballon et une petite torche pour pouvoir faire ça individuellement. Et donc ça, c'est aussi c'est un scénario qui a été repris par ailleurs, mais on se dit il y a l'hypothèse de l'État, donc un État typique, par exemple les États-Unis qui font ça dans leur coin. Il y a l'hypothèse d'une coalition d'États qui font ça de manière collective, et puis il y a l'hypothèse qu'on appelle d'un déploiement décentralisé, où par des actions de lobbying, de publicité, de communication intense, on arriverait à convaincre des millions et des millions d'individus à faire de la géo-ingénierie. Et donc là, on entrerait dans ce cadre alors, on ferait des micro-injections d'aérosols soufrés, donc ce serait plutôt de l'ingénierie climatique. Mais si beaucoup de personnes commencent le matin, en buvant leur café, à envoyer de l'aérosol, des aérosols soufrés. Transition. Exactement, ben, c'est une hypothèse. Et donc, c'est aussi les déchets, donc on pourrait, on rajoute ça en plus, tu vois. Tout à fait. Et donc, on a aussi voulu dans cet ouvrage vraiment mettre en avant cette dynamique de commercialisation hâtive qu'on a déjà vu, qu'on voit déjà dans la modification de la météo. Tu as plein d'entreprises qui te vendent la possibilité d'avoir du soleil à ton mariage. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, de contrôler les conditions météorologiques sur ta parcelle de terre à l'échelle d'une petite exploitation agricole. Et donc ça, on a le sentiment que c'est en train de venir pour la géo-ingénierie aussi, et il faudra y faire très attention. Vas-y. Ouais, sachant que les gens qui travaillent là-dessus disent, en fait, le scénario idéal, c'est de dire, il faudrait qu'une espèce de gouvernance internationale se forme, typiquement sous l'égide de l'ONU ou d'une autre institution qu'on pourrait créer, qui permettrait de gérer ça de façon rationnelle, inclusive, délibérative, démocratique, etc. Le discours, c'est ça, c'est de dire, on va réussir en fait, il faut faire des recherches proprement, établir les risques et les bénéfices, avoir en même temps une espèce de structure, d'architecture de gouvernance, et comme ça, si on en a besoin à un moment, ça se fera proprement. Et effectivement, comme disait Marine, le problème, ça c'est le scénario idéal, dans un monde idéal, etc. La crainte, c'est que ça se passe pas du tout comme ça. C'est qu'effectivement, il y a une action unilatérale, on n'en a pas parlé, mais un entrepreneur avec un peu d'argent, typiquement Elon Musk, qui décide de dire, moi, en fait, je vais vous sauver le climat. J'ai déjà un réseau quasiment existant, j'ai la connaissance technique pour pouvoir envoyer, il envoie Starlink, donc envoyer du soufre dans la stratosphère. Donc ça, c'est un scénario qui est parfois décrit comme le scénario Greenfinger, en référence au Goldfinger de James Bond. Donc l'entrepreneur très riche qui déciderait de faire un programme de géo-ingénierie solaire. Voilà, il y a palette de scénarios envisagés autour de cette question. Pour rebondir justement sur ce que tu disais, on va dire dans le monde des chercheurs en géopolitique, ce qui est dit traditionnellement, c'est que on a plutôt peur que ce soit un État qui le fasse, parce que cette hypothèse Greenfinger, en fait, ça nous paraît inconcevable. En fait, vu les infrastructures, vu l'immensité des infrastructures nécessaires, un entrepreneur tout seul ne pourrait pas le faire sans l'appui d'un État. Et donc jusque-là, ça nous paraissait
complètement. T'as vu les États-Unis là. Voilà, et c'est justement c'est justement là où je voulais en venir. Maintenant, avec cette alliance Trump-Musk, on ne peut pas s'empêcher de penser que toutes les conditions sont réunies en fait pour mettre en œuvre de la géo-ingénierie, surtout que, alors Rémi l'a précisé, les États-Unis c'est vraiment le grand leader mondial en géo-ingénierie. Ils sont en train de se doter d'une stratégie nationale de recherche sur la modification du bilan radiatif. C'est voilà, c'est institutionnalisé déjà, c'est en cours. Donc vraiment ce risque-là, il est de plus en plus prégnant. Et d'ailleurs, il y avait déjà eu sous le premier mandat de Trump l'Atmospheric Intervention Act. Donc c'était justement un premier jalon dans l'institutionnalisation de la modification du climat. Donc voilà, c'est une perspective qui n'est plus si lointaine que ça. Ce qui est intéressant avec le cas des États-Unis, très spécifiquement, c'est qu'ils ont tout intérêt à le faire pour plein. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la géo-ingénierie, elle ne fait pas l'objet déjà d'un clivage politique entre les démocrates et les républicains. En fait, les deux groupes sont plutôt intéressés. D'une part, parce que les républicains, ils sont traditionnellement climato-sceptiques, et donc là, on voit ce processus de transfert, enfin plutôt de transition depuis le climato-scepticisme vers la promotion de la géo-ingénierie, qui peut, dans certains cas, être vu comme une forme de déni des changements climatiques, puisqu'on avance l'idée que ce problème n'existe pas, ou en tout cas c'est un problème technique qui peut être réglé. Il n'est pas humain. Voilà, donc il y a un peu ce côté-là. Et puis du côté des démocrates, en fait, le plus souvent, ce sont des démocrates qui investissent très largement dans le secteur. Hein. Tous les philanthropes américains qui investissent, c'est généralement des démocrates, et les scientifiques aussi. Donc il y a déjà un peu il y a pas de réel clivage politique entre les deux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la géo-ingénierie, elle permet aux États-Unis de concilier deux intérêts. D'une part, de conserver son hégémonie militaire, qui est parce qu'il y a depuis très longtemps au sein de l'armée américaine la conscience du fait que les bases militaires américaines sont extrêmement vulnérables au changement climatique. Elles sont un peu partout dans le monde, et en fait il y a une vulnérabilité, et très vite les États-Unis ont identifié ça comme un enjeu de défense vraiment. Il faut sécuriser les bases militaires pour éviter vraiment de perdre la puissance et la force de déploiement en fait, et la présence dans le monde. Et d'autre part, les États-Unis tirent leur hégémonie de leur puissance pétro-gazière. Donc on n'a pas du tout envie d'y renoncer. Et donc la géo-ingénierie, ça intervient vraiment dans cette volonté de conserver une hégémonie mondiale et de répondre aux intérêts nationaux. Et c'est là qu'on voit une tendance de la géo-ingénierie qui en fait ne s'inscrit pas du tout dans cette idée de multilatéralisme qu'on souhaiterait. Et souvent les chercheurs sur ce sujet, en tout cas les chercheurs en sciences dures, imaginent ce monde parfait, multilatéral, pacifié. En fait, la géo-ingénierie, elle entre plutôt dans des stratégies de sécurité nationale et dans le cadre d'un repli sur soi pour sécuriser les conditions climatiques sur son propre territoire, sécuriser ses intérêts. Et donc cette tendance au nationalisme croisée avec la géo-ingénierie, c'est quand même ça sent pas non plus très bon, quoi. Insister sur le fait que il y a un historien qui avait regardé un peu dans les think tanks libertariens aux États-Unis ce qu'ils disaient de la géo-ingénierie. Et en fait, pour l'instant, pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'ils sont climato-sceptiques. Donc ils considèrent que c'est pas un problème. Mais comme disait Marine, il y a un risque de pivot, disons, de dire en fait de passer du ça n'existe pas à ça existe, mais on a une solution facile. Et ça, ce pivot, il a déjà été fait par des think tanks américains. C'est comment ça s'appelle, l'AIE, voilà, qui en fait très rapidement, à partir du moment où on a commencé à avoir dans le discours public des discours sur la géo-ingénierie, le moment fondateur, il y en a un moment en 2006 qui est important parce que Paul Crutzen, qui est un peu une figure de l'écologie, puisque c'est un de ceux qui a le prix Nobel pour avoir alerté sur le trou dans la couche d'ozone, c'est aussi celui qui a parlé le premier d'anthropocène, en tout cas qui a popularisé ce terme. Donc figure incontestable, scientifique incontestable. On lui doit beaucoup. En 2006, il a fait un article en disant j'ai quand même peur que notre truc de baisse des émissions n'arrive pas à le faire assez vite, assez rapidement. Et donc, il faudrait peut-être envisager une sorte, il n'utilise pas le terme de plan B, mais c'est ça l'idée, une sorte de plan B
qui serait de remettre du soufre dans la stratosphère. Pourquoi je dis remettre? Parce qu'en fait, son article dit on émet déjà du soufre dans la basse atmosphère. Oui, Voilà, c'est les pluies d'acide sulfurique. C'est une pollution très grave et qui avait des conséquences, voilà. Et en fait, les normes anti-pollution, notamment en Chine, etc., sur la qualité de l'air, ont permis d'améliorer la qualité de l'air, ce qui est un truc formidable. Mais du coup, en fait, un des effets paradoxal, c'est que ça a accru un tout petit peu le réchauffement à certains endroits, parce qu'effectivement, cette brume d'aérosol, en fait, est partie, et donc il y avait plus d'énergie solaire qui rentrait. Donc son argument, c'est de dire, on a enlevé ça, ce qui est très bien, mais il faudra peut-être le remettre plus haut, où ça aurait des conséquences moins graves pour la pollution et la vie humaine, mais où ça aurait ce même effet de filtrer une partie du réchauffement solaire. Au passage, il y a un phénomène récent qui a eu lieu récemment, c'est en 2020, il y a eu une nouvelle réglementation sur les carburants utilisés dans la navigation, les navires marchands, etc. Et en fait, là, il y a une controverse scientifique en cours, enfin une controverse, disons des questions autour de est-ce que la fin de cette pollution au soufre, qui était au-dessus effectivement des grandes trajectoires maritimes, etc., elle n'a pas eu un effet réchauffant additionnel sur les températures, est-ce qui expliquerait pas en partie pourquoi on a eu des températures marines qui ont fortement augmenté les années suivantes. Donc on voit qu'en fait, il y a déjà un peu ces effets-là. Et donc voilà, c'est pour ça que Crutzen parlait de ça en 2006, et c'est pour ça qu'après il y a eu effectivement les think tanks, ce think tank aux États-Unis, qui du coup a fait cette espèce de pivot gigantesque, passant du climato-scepticisme à la géo-ingénierie solaire. Est-ce que vous estimez que ce serait une solution, je n'ai pas le fameux de l'histoire dans le livre, que ce sont des solutions que vous trouvez souhaitables à tester avec parcimonie? Quelle est votre position par rapport à ça? Il y a un dilemme déjà à la base, parce qu'on se demande un peu, en fait c'est un peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire qu'on se demande, la question c'est de savoir est-ce que on est dans un système qui est marqué par une inertie telle une réelle transition vers des modes de vie plus sobres, en fait plus compatibles avec notre système planétaire, parce que c'est ça notre problème actuellement. On a un système socio-économique incompatible avec notre système planétaire. Ça, c'est clair et net. Donc la question, c'est est-ce que on est pris dans une inertie telle qu'on ne pourra pas changer notre système, donc on est obligé de se tourner vers la géo-ingénierie, ou est-ce que la géo-ingénierie est produite par ce système comme une énième fiction pour justifier une inertie qu'on pourrait en fait dépasser si on avait un peu plus de volonté. En fait, ce dilemme-là fait que moi personnellement, je veux pas parler pour toi Rémi, mais j'oscille constamment entre il faut surtout pas aller vers la géo-ingénierie parce qu'on donne une énième justification à ce système mais en fait peut-être c'est déjà perdu d'avance, on a déjà franchi trop de caps dans l'inaction et il faut préparer l'après. Et peut-être que dans 30 ans, en fait, quand on sera en pleine apocalypse climatique, on sera très heureux que quelqu'un puisse nous dire ok, c'est bon, je peux stabiliser les choses pour nous permettre de souffler un peu. Et donc ce dilemme-là, moi, je n'arrive pas à m'en sortir. La seule chose qui me fait un peu pencher vers plutôt un rapport très prudent à la géo-ingénierie et m'éloigner de ce côté il nous faut un plan B, c'est que ce sont des techniques dont on ne sait rien pour l'instant. Alors, il y a la question de la capture carbone, elle est très loin d'être mature technologiquement et il y a tellement de verrous, notamment tellement de problèmes de consommation énergétique, de durabilité, etc., qui me font me méfier de ça. Et puis la modification du rayonnement solaire, en fait, on connaît 1% des effets de ces techniques et on ne sait pas dans quelle mesure ce serait faisable. Et donc le fait qu'aujourd'hui cet ensemble de techniques en fait ce soit surtout une fiction, une promesse technoscientifique mais qui n'est pour l'instant fondée sur aucun élément tangible qui nous permette de dire ça va nous aider, ça me fait plutôt pencher vers un rapport plus prudent et me dire que si on a encore un moyen de prôner des solutions plus sociopolitiques et notamment de prôner la sobriété. J'aime bien Yamina Saeb en fait dit souvent si on mettait en place la sobriété, on n'aurait pas besoin de capture carbone. Et moi j'aime bien cette formule là et je me dis que ce serait peut-être intéressant de s'engager d'autant plus fortement dans la promotion de en fait non pas de rupture technologique mais vraiment de nouveaux imaginaires, de nouvelles manières de vivre et comme le
disait Rémi, c'est peut-être important de s'engager maintenant dans des imaginaires qui justement partent un peu moins dans cette science-fiction et dans ces ruptures technologiques, mais un peu plus dans la projection de la manière dont on pourrait vivre plus de manière plus compatible avec notre planète. Après, voilà, c'est un dilemme très compliqué. Je sais pas ce que t'en penses, Rémi. Ouais, moi je dirais que la plupart des gens avec qui on a parlé, y compris très critiques, ont le même dilemme. Ils disent un jour sur deux, je me dis qu'il faut un peu quand même explorer ces technologies, et un jour sur deux, je me dis que c'est une folie complète et que ça va nous amener dans le mur. Et après, je pense qu'il faut rentrer, en fait, il faut faire preuve de discernement technologique aussi sur les techniques. Par exemple, l'extraction du CO2 atmosphérique, donc on a dit, retirer du CO2. Là, disons qu'il y a une espèce de champ de bataille entre ceux qui voudraient développer cette technologie pour vraiment accompagner une transition forte et marquée avec des mesures de sobriété très fortes. Il y a même des gens qui envisagent que ce soit l'État qui, en fait, prennent ça en main, développent des espèces d'aspirateurs à CO2 massivement dans une espèce de planification très très forte. Donc en fait, il y a vraiment une bataille politique autour de ça. À l'inverse, il y a des gens qui fantasment une espèce de circularité du carbone. On retire du CO2, ça va dans l'atmosphère, mais c'est pas grave parce qu'on va le retirer, le remettre dans le sol et boum. En fait, c'est un problème de gestion des déchets, le réchauffement climatique. Ça, par exemple, l'Arabie Saoudite, elle développe ce terme de circularité du carbone et elle dit, vous en faites un problème politique, c'est un pur problème de maintenance. Il faut juste qu'on trouve des manières d'avoir le camion poubelle qui passe, entre guillemets, pour retirer le CO2 de l'atmosphère. C'est un peu ça l'idée. Donc, il y a vraiment des enjeux de bataille politique et de qui finance quoi, à quoi ça sert. Est-ce que c'est vraiment est-ce que les pétrogaziers investissent là-dedans pour pouvoir continuer à justifier leur exploitation continue des hydrocarbures, ou au contraire, est-ce que c'est d'autres forces politiques qui s'en emparent? Donc là, il y a un enjeu, voilà. Et sur la géoingénierie solaire, qui est vraiment, effectivement, comme disait Marine, c'est le truc où les gens sont le plus travaillés, je pense, et le plus d'ambivalence, effectivement, entre commencer des recherches, mais du coup, est-ce qu'en faisant ces recherches, ça appuie pas l'idée qu'on va le faire, et du coup, ça nous dit, c'est pas si grave si on émet encore beaucoup de carbone, parce qu'on a peut-être une solution miracle à la fin. Et donc, c'est pas grave, quoi. Donc, oui, et effectivement, l'inverse, c'est de dire, oui, mais déjà, on est déjà bien verrouillé dans le système fossile. On a du mal à desserrer les taux, quoi. Et donc, à un moment, faut peut-être réfléchir à des solutions imparfaites. Mais voilà. Donc, on retrouve toujours cette espèce de palpitation, de pulsation entre la panique et et puis le dire, en fait, c'est juste un moyen d'accompagnement du système qui fait ce qu'il a très souvent fait, à savoir, effectivement, transformer des limites en barrières et dire, vous me dites que c'est une limite, mais nous, on va s'arranger avec ça. L'exemple qui est toujours pris, c'est les engrais de synthèse. C'est de dire, les géo-ingénieurs vous disent, en fait, il y a eu un moment où on avait peur d'une famine mondiale parce qu'on n'avait pas les capacités de production agricole qui correspondaient à la démographie qui montait. Et puis, il y avait des gens, et à ce moment-là, il y avait des gens, il y avait des prophètes de malheur qui disaient, ça va être la catastrophe. Et puis, il y avait une poignée de scientifiques qui disaient, mais non, on va trouver des solutions. Et effectivement, il y avait la révolution verte. Donc les engrais de synthèse, la mécanisation, l'arrosage de précision, enfin voilà, tout ce qui a fait qu'on a réussi à produire beaucoup plus. Et donc l'argument qui est souvent dit, c'est oui, vous dites qu'il y a des limites, mais à chaque fois on aménage notre niche écologique, et c'est ça le mouvement de l'humanité. Voilà, on entend beaucoup ce biais du survivant de regardez là on l'a fait, exactement. Regardez à ce moment-là on l'a fait. Exactement. Et à chaque fois ça passe sur tous les problèmes, la pollution à l'azote, etc. Enfin, à chaque fois ça efface entre guillemets les problèmes, en montrant, on a réussi à s'en sortir. Mais effectivement, tu as raison, c'est un biais du survivant. Ce qui est intéressant dans tout ce qu'on raconte aujourd'hui, effectivement, c'est qu'on a beaucoup parlé climat. Et qu'on a 9 limites planétaires. Et peut-être, dans les 20 années prochaines années, peut-être qu'on aura jusqu'à 3-4, parce qu'on n'aura pas calculé tel et tel événement. Moi, ça me ramène beaucoup au trou dans la couche d'ozone, où on ignorait pendant un temps que tout ce qui vient de friser le gaz, les HFC, HFC. Je pense que c'est le CFC, ouais. Ouais, donc c'est des gaz hydroxyfluoride, je sais plus très bien quoi, qu'on trouvait dans les frigos, dans les climatiseurs, provoquait des réactions chimiques qui faisaient qu'on avait du rayonnement X qui passait davantage, donc on était face à une catastrophe d'une ampleur internationale puisqu'on avait tous chopé un cancer de la peau, mais que c'était également pour les animaux et pour les végétaux. On était face à multiples choses qu'on n'a pas calculé tout de suite, on a capté plus tard, des chercheurs l'ont capté. Mais de nouveau, c'est ça où je me projette un peu dans cette idée balancée de l'acide sulfurique dans l'atmosphère. Quel inconnu ça peut créer à l'échelle mondiale, quelque chose qu'on n'a pas vu venir qui se passe en Antarctique, quelque chose qu'on n'a pas vu venir en Sibérie, ou décimer éventuellement, ou ramener plus de pression sur la biodiversité notamment, quoi. Ouais, alors ça, c'est marrant, l'exemple du trou dans la couche d'ozone, il est particulièrement bien trouvé, parce qu'effectivement, t'as raison, on a mis du temps à s'en rendre compte. Et Paul Crutzen, dont on a déjà parlé, il faut lire son discours de réception du prix Nobel. Parce qu'en fait, souvent on dit,
C'est souvent pris d'ailleurs comme un exemple par les géo-ingénieurs, c'est-à-dire regardez, on arrive à résoudre rationnellement des problèmes environnementaux. On identifie un problème, les scientifiques l'identifient, les politiques se réunissent, ils définissent un protocole, le protocole de Montréal, les industriels changent les composés chimiques et on réussit à éviter effectivement le trou dans la couche d'ozone, enfin à réduire le trou dans la couche d'ozone. Sauf qu'en fait, Crutzen, donc à l'acteur principal de ce mouvement-là, dans son discours, il dit « Attendez, vous vous rendez pas compte, on a eu un bol incroyable. » Parce qu'il a fallu que des scientifiques se rendent compte. Au début, quand on regarde, c'est intéressant parce qu'en fait, je crois que c'est une équipe qui devait partir, mais qui plonge un peu ses relevés, qui dit tiens, c'est bizarre, il y a des trucs qui correspondent pas à ce qu'on avait prévu. Donc, il y a plein de petits hasards qui a fait qu'en fait, on s'est rendu compte suffisamment tôt du problème. Plein de hasards qui font qu'aussi les composés chimiques utilisés par les industriels auraient pu être beaucoup plus destructeurs. On a eu de la chance qu'ils aient choisi celui-ci et pas un autre. Le fait aussi que c'était assez simple à résoudre. Il y avait une substitution technique qui a été trouvée assez rapidement. Donc en fait, Crutzen, il dit, on a eu un bol incroyable sur cette histoire. Donc faut pas le prendre comme une espèce de récit par le progrès, l'humanité réussit toujours, technologique j'entends, à résoudre les problèmes environnementaux qu'elle crée. En fait, on a eu beaucoup de bol. Et donc la question, c'est effectivement, là, si on se lance dans la géo-ingénierie solaire, on aura modélisé avant, il y a des simulations numériques très complexes sur ce que ça créerait sur les pluies. On sait quand même des choses, quoi. Ce que ça créerait sur les moussons, mais il y a toujours un facteur d'inconnu qui est qu'en fait, il va falloir le tester à l'échelle. Au bout d'un moment, on va commencer à le faire, peut-être doucement, avec des doses minimales. On va essayer d'identifier le signal de la variabilité naturelle du climat. Et puis progressivement, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça agit. Mais il y aura toujours peut-être des effets effectivement inattendus, quoi. On ne peut jamais tout prévoir. Le système Terre, il est opaque. C'est compliqué effectivement de tout comprendre. Là, par exemple, ça s'intéresse un peu au point de bascule. C'est étonnant de voir à quel point on n'est pas sûr de plein de trucs. Par exemple, sur les courants océaniques, etc. Il y a plein de petites de subtilités qu'on ne sait pas en fait. Et du coup, imaginez qu'on va pouvoir comme ça se lancer dans un truc dont on va contrôler tous les facteurs, c'est effectivement un problème. Oui, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que quand on parle des points de bascule, on parle du courant océanique El Niño, on parle de permafrost, et que forcément El Niño est toujours un palier, ce qui nous amène, dès qu'il est fini, à un palier de température supplémentaire renforcé par le changement climatique. Mais donc, oui, balancer des avions et balancer du soufre grâce à ces avions qui tournent en rond, peut-être tu as déjà un emballement climatique qui est peut-être déjà amorcé et qui va faire que tu ne vas quasiment rien résoudre parce que El Niño rajoute plus de chaleur dans l'atmosphère, qu'on a tellement d'émanations de CO2, il va falloir envoyer encore plus de soufre. Enfin, c'est quoi. Tout à fait, mais ce qui est généralement avancé parce qu'effectivement, en fait, le fait de répondre au point de bascule, c'est un des grands arguments de promotion de la géo-ingénierie. Surtout que le point de bascule, on ignore, quoi. C'est quelque chose qui est encore très dans les balbutiements. On sait que ça peut basculer. C'est pas quand, quoi, comment. C'est pas si c'est déjà le cas. C'est vraiment une science qui est même pas encore très très claire. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que donc t'as complètement raison là-dessus, et c'est vrai que les points de bascule, c'est extrêmement incertain et c'est pleinement intégré à l'argumentation de la promotion de la géo-ingénierie. Par contre, il y a un autre concept qu'on a utilisé dans notre ouvrage et que tu as cité, c'est celui de limite planétaire. Et ce concept-là, à nos yeux, il nous permet beaucoup plus d'appréhender en fait tous les enjeux et la complexité de ce qui pourrait être provoqué par la géo-ingénierie, puisqu'effectivement, la géo-ingénierie, ça a un seul objectif, c'est répondre à la limite changement climatique. Ça, c'est clair et net. Parfois, certaines personnes vont dire non, mais regardez, ça permet aussi de préserver la biodiversité, puisque en refroidissant artificiellement la planète, ça va permettre d'éviter des extinctions. Mais en fait, ça répond toujours au problème changement climatique. C'est un but de zéro. Voilà, donc l'idée, c'est que ça répond à une seule limite planétaire. C'est extrêmement anthropocentré, parce que ça n'a pas d'autre finalité que de préserver notre système économique tel qu'il est, c'est préserver le business as usual et empêcher en fait masquer les réactions de notre système planétaire face à ce système socio-économique fondé quand même sur l'épuisement de notre environnement, fondé sur l'accaparement abusif des ressources planétaires et sur quand même la destruction d'écosystèmes entiers. Donc
le concept de limite planétaire, il est extrêmement important pour prendre un peu de distance et se dire mais c'est pas notre seul problème, c'est un problème immense les changements climatiques, mais c'est pas notre seul problème. Il y a également la question de la biodiversité, il y a les ressources en eau, il y a une infinité de problématiques, et souvent dans les modélisations numériques sur la géo-ingénierie, c'est un peu touché du doigt, mais en fait on se pose quand même pas trop la question de l'impact sur alors la flore un peu plus parce qu'il y a un intérêt agricole derrière, mais la faune voilà, pas trop. Et en fait, il y a quelques études qui ont été faites et qui montrent quand même que dans certains cas de figure, on pourrait exacerber des phénomènes d'extinction en fait de certaines espèces. Et ça, c'est vraiment à surveiller. Et il y a peut-être un point en lien avec ça dont on n'a pas parlé, c'est cette question du choc terminal. En fait, donc cette idée que avec notre voile solaire, effectivement, on masque le réchauffement climatique, on ne l'inverse pas, mais on le masque. Et si nos émissions de CO2 continuent à s'accumuler dans l'atmosphère, le jour où ce voile, pour une raison ou une autre, s'affaisse, que ce soit parce que il y a une rupture d'approvisionnement, un conflit, une catastrophe climatique qui quelque chose qui fait que cette infrastructure ce respirateur artificiel tombe en panne, à ce moment-là, le réchauffement qui aura été masqué, on va dire sur 50, 60 ans, ce qu'on part sur ce type de temporalité quand même, en fait, on se le prendrait dans la figure en moins de 10 ans. Donc, la capacité d'adaptation des sociétés humaines, mais aussi des écosystèmes et des animaux, elle serait complètement mise en échec. Et donc, par contre, il y a une étude qui a été faite justement qui regarde en fait ce qui est fondé sur le concept de vélocité climatique, c'est-à-dire qui regarde en combien de temps, en gros, une espèce dans un contexte de rupture rapide dans les températures, peut rejoindre un environnement où il sera de nouveau adapté en fait aux températures ambiantes. Et quand on regarde ça dans un contexte de choc terminal, on perd beaucoup d'espèces qui n'auront pas le temps de rejoindre un environnement plus adapté à elles. Donc voilà, la question de la biodiversité, elle est essentielle. Et si on doit faire des recommandations aux personnes qui font de la modélisation, ce serait vraiment aussi d'inclure plus fortement la question de ces limites planétaires dans leurs travaux, parce que si on se contente de juste regarder le marqueur thermique, on va pas s'en sortir. Si vous aviez l'occasion aujourd'hui d'émettre un souhait qui se réalise, un vœu, je vous donne une baguette magique, ce serait lequel? La sobriété. Vraiment la mise en place de politiques publiques de sobriété pour instaurer un rapport plus sain à notre système planétaire et entrer vraiment dans une réflexion de comment on fait pour ne pas épuiser nos ressources naturelles constamment. Ce serait vraiment ça, parce que c'est à mes yeux la seule perspective durable, mais c'est très très naïf. C'est pas Prométhée, c'est Gaïa. Moi j'aime bien, je suis dans cette ligne directrice. Et toi? Moi j'ai lu ce week-end le bouquin du gars qui va probablement devenir le secrétaire d'État à l'énergie américain, Chris Wright. En fait c'est flippant parce que du coup il a fait fortune dans le fracking aux États-Unis, dans la fracturation hydraulique. Et il dit, en fait tout son discours, c'est un discours de promotion du pétrole et du gaz, même du charbon d'ailleurs par certains aspects, mais surtout pétrole et gaz, en disant c'est les énergies qui font bouger le monde, on pourra jamais s'en passer, etc. Et il minimise le réchauffement climatique. Juste j'aimerais que je passe. En fait, en lisant le truc, c'est tellement incroyable, quoi, parce que il y a même plus de greenwashing en fait. C'est juste de dire c'est comme ça et ça sera. Ouais, on assume. Bah ouais, je sais pas. J'aimerais que en fait cette espèce de franchise qui est en face nous pousse nous-mêmes à une espèce de réaction plus radicale dans la transition, quoi. Pas de rester dans une espèce d'entre-deux où on dit faut un peu de sobriété, puis un peu de technologie, ok. Certes, mais dans quelle proportion? Et évidemment, il faut en tout cas dans les sociétés riches, probablement réduire nos flux de matière et d'énergie. Voilà. Lutter contre la normalisation de ce qui nous déconnecte du vivant, parce que c'est peut-être un peu ça le danger. Quand on voit ce qu'ont fait toutes les compagnies pétrolières avec des think tanks, comment ils ont semé le doute, et comment est-ce qu'ils ont réussi en fait à s'accaparer le narratif pendant une très très longue période, le danger effectivement quand on voit que beaucoup de choses se normalisent, des choses qu'on ne croirait, qu'on estimait anormales il y a 10 ans, que ce soit basé sur le racisme ou les oppositions de groupe,
bah, c'est de se dire attention que ce genre de choses ne deviennent pas en fait quelque chose de normal. C'est comme le discours là, des maîtres d'économie sur Mars qui s'est extrêmement normalisé, où tout le monde se projette en disant ouais mais c'est normal, on ira sur Mars, etc., etc. Mais que ça ne nous amène pas en fait à perdre notre pouvoir politique éventuellement auprès de certaines personnes qui ont plus une croyance très, on va dire, prométhéenne. Ouais, c'est ça. En fait, ça serait que le ridicule change de camp. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est marrant, les études, on en a pas parlé, mais il y a de la géo-ingénierie spatiale, de mettre des miroirs dans l'espace. Pourquoi ce truc-là n'est pas reçu avec autant de moquerie et de ridicule que des études qui tentent de modéliser la décroissance, par exemple? Ça, c'est quand même fou. Il y en a à côté des trucs qui nous promettent des espèces de trucs incroyables, et ça nous paraît accepté, normal. C'est normal que des chercheurs travaillent là-dessus. Et de l'autre, de dire, bon, va falloir peut-être un peu réduire à nos flux de matière, d'énergie, changer, voilà. C'est la fin de Star Wars. Donc voilà, c'est effectivement, qu'en fait, que cette espèce de proportion s'inverse, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi, et d'ailleurs, ce que ça montre, effectivement, comme tu le disais, aujourd'hui, avoir un discours, sobre, enfin, de promotion de la sobriété, ou avoir un discours décroissant, encore pire, on est moqué, ostracisé, c'est complètement... c'est un discours d'apprenti sorcier. Généralement par les mêmes catégories de personnes. Oui, exactement. Ouais. Et ça, c'est en fait effectivement c'est ça, c'est que le ridicule change de camp. Pourquoi est-ce que c'est pas plus ridicule d'envisager de la géo-ingénierie que d'envisager la sobriété? Aujourd'hui, le rapport de force est complètement inversé. Il est tout à fait possible de promouvoir la géo-ingénierie sans se faire moquer, au contraire. Il n'est pas possible aujourd'hui de soutenir la décroissance sans se faire moquer. Ça, c'est vraiment un point qui montre, et j'ai bien aimé ton expression, cette déconnexion du vivant, c'est exactement ça. C'est que aujourd'hui, on croit dur comme fer à la rationalité économique. C'est cette rationalité économique qui, aux yeux de la plupart des individus, conditionne notre existence. Mais en fait, on oublie que avant cette rationalité économique, il y a un système planétaire et que c'est ça qui conditionne notre existence en vérité. Ce sont ces limites physiques qui sont très concrètement liées à cette planète sur laquelle on vit et cette condition physique, il faut qu'elle reprenne le pas sur cette condition économique qui est en fait qui est une manière de faire, qui est une norme sociétale, mais comme il y en a eu plein d'autres dans l'histoire de l'humanité, il faut se rappeler qu'il y a quelque chose qui ne change pas dans le temps, c'est notre planète. Donc voilà, c'est un peu naïf dit comme ça, mais vraiment se reconnecter en fait à ce qui nous conditionne vraiment, ce serait effectivement très important. Du fond du cœur, merci. Merci beaucoup. Le grand retournement, allez checker ça les amis, livre enquête qui a été fait par eux deux pour justement comprendre comment est-ce que la géo-ingénierie arrive dans nos esprits, arrive dans les politiques et comment faire en sorte que vous-même, en sachant de quoi il en retourne, parce que cette vidéo a été très très large, pouvoir repérer quand ça commence à arriver sur des plateaux de télé, comment ça commence à arriver dans la bouche de certains politiciens qui disent oui, nous avons commencé à faire c'était quoi l'autre terme la gestion du rayonnement solaire, la modification du rayonnement solaire, ouais. Voilà, vous avez bien capté. Merci. Merci beaucoup. À vous de typer un double check. Voilà, comme ça. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Limite. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commentez. Merci à l'Académie du Climat qui nous a accueillis. Et puis c'est vous les producteurs de ce que nous faisons grâce à vos dons sur PayPal, sur Tipeee. N'hésitez pas, les liens sont en description. Il n'y a pas de petits dons. Faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez. Mais le plus important, c'est que vous ayez appris quelque chose. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Limite. Ciao tout le monde.